Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir avec nous. Les hommes peut-être aussi, je ne vois pas très bien, mais moi j'aime toujours rappeler qu'il y a des hommes aussi qui nous accompagnent dans ce combat égalitaire. Un combat qu'on a à cœur à la tribune de porter depuis une dizaine d'années déjà. C'est important qu'un média comme le nôtre, qui est le média économique des métropoles, puisse révéler des femmes expertes dans leur domaine, donner la parole à des femmes dans le secteur de l'économie, bien évidemment, de l'entrepreneuriat, de la recherche, de la politique, des femmes présidentes d'entreprises, des femmes qui font des unes de plus en plus chez nous à la tribune. Il y a une dizaine d'années, on a créé la Tribune Women Awards, qui révélait un certain nombre de femmes assez talentueuses dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et puis, un jour, on a décidé qu'il était temps d'arrêter de mettre les femmes en compétition, qu'il était temps de rappeler la sororité qu'elles pouvaient dégager, parce que c'est ensemble qu'on peut faire bouger les lignes. Et je vais juste vous rappeler 3 chiffres que j'ai découverts, moi, quand je me suis plongée à fond dans ce combat, puisque j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière. Je n'ai pas rencontré vraiment de problématiques pour faire ce que j'avais envie de faire. Et quand je me suis plongée dans cette quête de l'égalité entre les femmes et les hommes, j'ai lu une étude que dit chaque année le Forum économique mondial de Davos. Et en 2015, je lis avec stupeur qu'il nous faut attendre 116 ans pour que l'égalité entre les femmes et les hommes soit efficiente dans le monde entier. Déjà là, c'est un choc. Bon. Donc on décide d'être encore plus actif à la tribune, soutenu par la rédaction et par Philippe Mabille, le directeur de la rédaction, et par le président Jean-Christophe Tortorin, qui sont, je tiens à le préciser, 2 hommes qui sont très investis dans ce domaine. Et on fait de plus en plus d'événements, de conférences, de matinales. Et l'année d'après, je reprends la même étude, parce qu'elle est éditée tous les ans. Et là, je suis quand même assez choquée parce que l'écart, au lieu de se réduire, est en train de se creuser. Et c'est plus 116 ans, mais 169 ans qu'il faut attendre au monde pour que l'égalité entre les femmes et les hommes soit efficiente. Donc là, on prend le bas de combat à la tribune, on décide de créer un mouvement qui s'appelle Women for Future. On est actif toute l'année, la JFD est d'ailleurs partenaire avec nous depuis le début, puisque c'est ensemble qu'on peut faire bouger les lignes. Et on organise des conférences, beaucoup de mentoring aussi. On essaye de faire parler des femmes qui vont aider les plus jeunes, et aussi de montrer l'entreprise sous un jour différent, parce qu'il y a des entreprises formidables aujourd'hui qui soutiennent ce combat tous les jours. Voilà, donc on pensait que les choses allaient bouger un peu plus. Eh bien non, malheureusement, l'étude de l'année dernière a annoncé qu'il fallait maintenant attendre 217 ans. 217 ans pour que l'égalité entre les femmes et les hommes soit efficiente. C'est stupéfiant. Au-delà du fait que c'est intolérable, pour des raisons humanitaires évidentes, c'est aussi, je tiens à le rappeler, un gâchis économique énorme. Parce que selon une autre étude qui est là édité par le McKinsey tous les jours au Women's Forum, avec qui nous sommes partenaires aussi, parce que c'est comme ça qu'on avance, s'il y avait la parité dans les entreprises, aujourd'hui, ça serait 200 milliards d'euros supplémentaires dans le produit intérieur brut de la France. C'est quand même une histoire dingue. Donc, aujourd'hui, nous, à la tribune, on est de plus en plus actifs. Et il y a 2 ans, on a créé une exposition itinérante sur 13 femmes créatrices d'entreprises dans les 13 régions de France. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Sandrine Roudot, qui, au-delà du fait d'être une entrepreneur de ta vie, ça on peut le dire, tu as décidé de monter ton entreprise dans l'édition avec La Mer Salée, et tu portes en toi une conviction que je partage depuis, qui est l'utopie, mais une utopie assez particulière que je t'invite à nous présenter. Oui, alors l'utopie, ça fait sourire, mais ce petit sourire, en fait, il nous parle de nos peurs. Parce que l'utopie, étymologiquement, ça veut dire qu'il n'a pas de lieu. Ce qui ne signifie pas qu'il ne peut pas en avoir. Or, nous avons traduit donc l'irréalisé par l'irréalisable. Ce qui montre combien penser l'inconnu nous fait peur, et peut-être même combien espérer fort nous fait peur. Moi, j'ai rencontré la force de l'utopie il y a quelques années. En fait, je travaillais en stratégie d'entreprise, en développement durable et RSE. Parce que oui, je veux sauver le monde. Il ne me convient pas comme ça. Et en fait, au bout de plusieurs années, je me suis dit, mais ça va pas assez vite, j'arriverai jamais à le sauver. Je vais pas attendre 211 ans, moi aussi, pour y arriver.
Et donc, je me suis arrêtée pour comprendre pourquoi on n'arrivait pas à changer, quels étaient les freins dans nos têtes, culturellement, et surtout pourquoi ça ne crée aucun désir, parce que vraiment, ça barbe les gens, quoi. Clairement, c'est de la réglementation, des contraintes. Enfin, c'est rarement un truc super sexy. Et c'est là que j'ai découvert l'utopie. Je l'ai découvert aussi parce que j'ai étudié tous les mouvements de l'histoire, comment dans l'histoire des citoyens ou des entrepreneurs avaient changé les choses, avaient bravé tous les pronostics négatifs et étaient allés contre toute forme de résignation et de fatalisme. Et donc c'est par l'utopie. Si vous prenez Internet, avant d'être Internet, c'était une utopie. Si vous prenez le vote des femmes, avant d'être un droit, c'était une utopie. Au moment où c'est défendu, c'est considéré comme une utopie. C'est toujours comme ça. Et une fois réalisé, ça perd le droit de s'appeler utopie. Donc tout le monde croit que les utopies ne se réalisent pas. Erreur. Grosse erreur. Pourquoi ça se réalise? En fait, l'utopie, c'est quoi? C'est avoir beaucoup d'ambition, avoir un objectif radical. En cela, ça s'oppose un peu à la transition. Voilà. La transition et toutes ces choses-là, en fait, on part d'aujourd'hui, on se dit on va faire moins pire, et on va grappiller, et on va monter. L'utopie, en fait, le regard, il est fixé de l'autre côté. On regarde ce qu'on veut vraiment. Et en fait, ça nous fait dépasser tout ce qu'on peut avoir en nous. D'abord, la radicalité d'un objectif, quand il s'agit de dignité, quand il s'agit d'égalité, quand il s'agit de respect de la vie humaine, etc., c'est forcément radical. Il n'y a pas à négocier avec une moitié de dignité. Je prends souvent l'exemple de l'abolition de l'esclavage, qui était une vraie utopie à l'époque, parce que, bonjour, le système économique était tout basé là-dessus. Ils n'ont pas réclamé un esclavage responsable. Genre, on réduit de moitié les coups de fouet. Bah oui, parce que la dignité, c'est forcément radical. Donc ils ont demandé l'abolition. Donc c'est forcément légitime. La deuxième chose, c'est que ça mobilise, c'est-à-dire qu'on ne se bat pas pour des miettes de dignité. On ne va pas aller se battre pour avoir à moitié moins de coups de fouet. On va se battre pour un autre monde. Donc en fait, on est en train de défendre un autre monde. Donc ça galvanise. Et ça crée du désir. Et le désir, ça nous permet de surmonter nos peurs. Ça nous permet de surmonter les regards condescendants quand on veut l'égalité, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Elle n'est pas bien chez elle, etc. Ça nous permet en fait de surmonter tout ça. Le désir, c'est vraiment l'élément moteur principal. Et la troisième chose, c'est que c'est efficace. Il n'y a que comme ça qu'on change des choses. Et ça marche à la fois pour les droits citoyens, et ça marche aussi pour les entreprises. Quand on se met une utopie, quand on se dit on va être en 100% local, par exemple, en fait, effectivement, a priori, ça paraît irréalisable. Et donc, pour atteindre cet objectif de dingue, on est obligé de sortir de nos cadres de pensée habituels. On est obligé d'innover radicalement. Alors que si on se dit on va faire moins 1% de CO2, on fait à peu près comme avant, sauf qu'on grappille à droite à gauche. Mais on n'a pas changé nos business models, et on n'a pas changé le regard sur les choses. Et en fait, c'est ça. Demander l'égalité radicale, c'est demander un changement de regard total. Et sur l'égalité, c'est pareil. On ne va pas aller réclamer d'avoir 3 femmes de plus sur 100. Ça n'a pas de sens. Et donc voilà, donc à chaque fois, en fait, vous prenez n'importe quel droit, ça a été défendu à un moment donné par une minorité de gens, considérés comme des utopistes, des gens qui allaient à l'encontre des majorités, parce que forcément, défendre une utopie, c'est défendre un autre avenir. Et donc, ça veut dire contester le présent. Et c'est toujours un peu dérangeant. J'étais un peu partie dans d'autres rêves, parce que Sandrine fait quand même beaucoup rêver. Et j'étais en train de me souvenir, parce que je travaille sur un dossier, une conférence qu'on va bientôt faire, où je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que les femmes ont l'autorisation de travailler et d'ouvrir un compte sans l'autorisation de leur mari depuis 1965, c'est-à-dire à peine plus de 50 ans, ce qui peut paraître un peu dingue. Et en discutant avec Sandrine, on s'est dit aussi que, enfin c'est toi qui me l'as appris, que bien souvent, les rêves un peu fous, les idéaux, l'utopie, se réalisaient bien plus vite que prévu. Et c'est vrai que je me suis souvenue, j'avais mon smartphone à la main et je me disais, mais il y a 10 ans, j'aurais jamais imaginé que j'allais prendre des photos avec un téléphone, regarder un film avec un téléphone ou acheter un pain au chocolat avec un téléphone. Aujourd'hui, je le fais tous les jours comme si c'était normal. Et ça, c'est intéressant justement de penser l'utopie de cette façon-là, à l'envers, de se dire que ce qui peut être irréalisable à un moment donné
finalement, peut se faire. C'est une question de volonté et de désir. Et aujourd'hui, Sandrine et moi, justement, on a décidé de partager nos utopies. La mienne, qui est d'aller vers un monde égalitaire, la tienne, peut-être vers un regard, un prisme plus féminin avant peut-être d'aller à l'égalité. Mais c'est surtout qu'on va en écrire une ensemble, qu'on va éditer dans les colonnes de la Tribune. Et on aimerait bien que vos utopies, vous nous les transmettiez aussi, parce que notre semeuse d'utopies qui est ici va les récolter. Et on va essayer de construire quelque chose comme ça ensemble, puisque c'est ça le but, c'est construire. Build, c'est le verbe qu'on a choisi. Build together, j'insiste avec mon together. C'est comme ça qu'on fera bouger les lignes. Et grâce au digital aussi. C'est important de le rappeler parce que grâce au digital, aujourd'hui, on est tous connectés sur la planète ou presque. C'est quand même un outil extraordinaire pour qu'on puisse rêver d'un monde différent et agir. Et on vous donne rendez-vous dans 10 ans. Je sais que tu rajouteras des choses après, mais on s'est dit, on vous donne rendez-vous dans 10 ans avec notre utopie qu'on aura réalisée, la nôtre, la vôtre. Peut-être même avant, puisque, il faut quand même le rappeler, aujourd'hui, l'égalité est une grande cause nationale et la ministre qui va nous rejoindre tout à l'heure, je pense, en parlera bien mieux que moi. Et puis, si on a dépassé notre utopie, c'est qu'on aura réalisé notre rêve et ça, c'est quand même le plus important, je crois. C'est ça. En fait, mon utopie est effectivement un peu différente de celle de Valérie. Moi, j'ai pas envie de l'égalité dans ce monde-là, en fait. Ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de faire des coudes, de jouer des coudes pour contribuer à un monde que je pense être le monde d'hier. Et je crois que les femmes et le numérique peuvent contribuer à un autre monde, un monde plus féminin. On a beaucoup d'enjeux aujourd'hui dans notre monde. Alors, être utopie, c'est aussi être extrêmement réaliste et clairvoyant. C'est pas fuir la réalité du tout, hein. C'est la regarder en face et la changer. Et dans la réalité, on peut voir tous les enjeux qu'on a aujourd'hui, écologiques, humanitaires, de dignité, de respect. Et le numérique n'est pas en reste, puisqu'en fait, dans nos smartphones, il y a 40 à 60 métaux qu'il faut extraire, qui sont en voie d'épuisement, que nous sommes en train d'épuiser pour nos enfants, qui viennent à 95%, en tout cas pour les terres rares, de Chine, ce qui est quand même assez risqué. Donc tout ça, il faut qu'on le regarde en face et qu'on se dise peut-être qu'il y a un numérique conscient à imaginer, parce que derrière ça, il y a aussi des conditions d'extraction qui peuvent être polluantes. Donc c'est intéressant aussi de s'emparer de cette question-là et de se dire de quel numérique on a envie. Et je me dis, les femmes peuvent porter ça, parce que je crois, on a vu ce matin dans l'étude qu'il y avait des valeurs particulières. Moi, j'y crois beaucoup, la bienveillance, l'empathie, la responsabilisation, l'implication des gens. Il suffit de les impliquer pour qu'ils aient envie d'y aller. On en revient au désir. Et voilà, moi j'ai envie d'avoir une utopie qui mêle ça. Je crois beaucoup en fait, j'étais très désespérée quand j'ai essayé de comprendre si on allait vraiment pouvoir changer le monde. Je suis aujourd'hui très optimiste parce que j'ai compris comment. Et il y a notamment un point qui est important, c'est qu'il y a 3 piliers aujourd'hui qui font le nouveau monde, qui ne travaillent pas assez ensemble et qui peuvent vraiment changer les choses, qui sont les enjeux d'un monde soutenable et désirable, qui sont tous les enjeux écologiques notamment et d'humanité et d'inclusion, avec les outils du numérique et dans un esprit de collaboratif et d'intelligence collective et d'open source, etc., etc. Et en fait, ces 3-là ensemble, c'est un cercle vertueux. On arrive du coup à créer un autre monde et à créer une nouvelle société. Et c'est celle-là que j'ai envie de créer. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que tout le monde dans la salle a envie de construire un monde meilleur. C'est le but de cette grande journée, c'est le but de la soirée et c'est notre but à toutes et à tous de construire le monde tel qu'on a envie de l'avoir, puisque le monde change chaque jour, c'est une évidence, mais c'est à nous de le faire changer et d'être les acteurs du changement, je crois, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup.